Dr Sango, sur bien sûr l'analyse du président Matomba. Oui, cela démontre que il y a une sophistication, voilà, je crois que c'est ça, une professionnalisation des forces armées de ces États, précisément du Niger, puisque c'est du Niger qu'on parle. Mais cela trahit également l'écho, une fois de plus, que la France programme, ou alors que la France prépare contre ces États, précisément du Niger, pour dire que oui, ces États ont de bonnes informations. Lorsqu'ils disent que un tiers pays, tel pays, la France, on sait même qu'il y a des États africains qui ont souvent été cités par le Niger, le Burkina Faso ou encore le Mali, de comploter avec justement ces États occidentaux pour renverser leurs différents pouvoirs. Oui, je pense que la sophistication et la professionnalisation de ces armées de l'AES aujourd'hui, et singulièrement celle, n'est-ce pas, du Niger qui fait l'objet de notre exploration, démontre tout simplement aujourd'hui les intentions belliqueuses d'un État comme la France dans le processus de déstabilisation des États africains. C'est-à-dire, on voit bel et bien qu'aujourd'hui, la capacité militaire du Niger est en train d'exposer, n'est-ce pas, les ambitions de la France vis-à-vis de ces États de l'AES. Pourquoi? Parce que le discours que la France est en train de prêcher aujourd'hui sur le plan international a un sous-entendu. Le sous-entendu qu'elle ne veut pas dire, c'est lequel? C'est qu'elle n'a plus la possibilité de faire des coups d'État de manière facile et aisée. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce qu'il faut rappeler que les tentatives de révolution des États africains ne datent pas d'aujourd'hui. On a eu des leaders africains qui ont toujours voulu, qui ont toujours essayé ce que les États de l'AES sont en train de faire aujourd'hui. Mais ils n'ont pas tenu justement parce que ces États-là n'avaient pas le fondement militaire stratégique que les États de l'AES détiennent aujourd'hui. Facilement, on brisait leur dynamique. Thomas Sankara, on l'a assassiné. Patrice Lumumba, on l'a assassiné. On a eu des nationalistes capables, n'est-ce pas, à l'époque, qui faisaient le combat que les États de l'AES sont en train de faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, contrairement à ce passé-là, les États de l'AES ont compris qu'il était important de définir une stratégie militaire capable de faire un contrepoids. C'est-à-dire ce qu'on appelle en géopolitique l'équilibre de la terreur. Il n'est plus important de compter sur le partenaire qui vous met en danger pour trouver la solution. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est le jeu que ces puissances occidentales jouaient vis-à-vis des États africains en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Ils activent le terrorisme et ils viennent comme s'ils veulent vous accompagner pour lutter contre ce terrorisme-là. Alors que c'est eux qui mettent à la disposition de ces terroristes-là les moyens, les renseignements et même les instruments militaires pour neutraliser les États qui, du point de vue politologique, doivent détenir le monopole de la violence physique légitime. Donc, aujourd'hui, je pense que les choses sont claires. La peur a changé de camp. Nous vivons aujourd'hui une époque où la France est en train de montrer qu'elle a toujours été invincible. Parce qu'il y a aussi cette idée-là qui proliférait sur la scène internationale, de l'invincibilité de ces puissances occidentales. On pensait que c'est des puissances dieux, c'est des puissances qui ne pouvaient pas, n'est-ce pas, aussi faillir. On voit aujourd'hui qu'en réalité, c'est des puissances fragiles qui peuvent aussi être mis en difficulté si et seulement si les États africains, n'est-ce pas, décident de prendre en main leur destin. Et ça me permet donc de faire la transition pour chuter sur ce discours, n'est-ce pas, défaitiste qui prolifère sur le plan international. Qui vise à dire que, si les États africains rompent avec les États occidentaux, comment vont-ils faire sur le plan économique? Comment vont-ils faire sur le plan financier? Comment vont-ils faire sur le plan stratégique, militaire, etc., etc. Ce discours, nous savons encore ça sur le plan africain. Il y a certains analystes africains qui osent encore tenir ce discours au XXIe siècle. Je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est à la suite de mes analyses que j'ai faites sur vos plateaux hier avec votre collègue Cassandra Begoudé, je démontrais que l'Afrique aujourd'hui a la capacité de faire face
au terrorisme, de rompre et de se déconnecter avec les puissances occidentales sans subir ses conséquences économiques parce qu'il y a les moyens alternatifs. Aujourd'hui, le président Matomba me rejoint sur cette analyse-là, où il démontre qu'il y a des passerelles, des contournements. Il vient de convoquer le troc, qui est en réalité un instrument important d'échange sur le plan international. Vous voyez que l'échange des États occidentaux avec les États africains, c'est toujours basé, le partenariat entre les pays occidentaux et les pays africains, c'est toujours basé sur le plan des ressources naturelles, des matières premières et des aspects économiques du continent africain. Donc, pour que, en réalité, les États africains bénéficient de ces échanges-là, il fallait tout simplement que les États africains conditionnent leurs matières premières dans ces échanges internationaux. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, aujourd'hui que nous sommes asphyxiés sur le plan financier à travers ce fameux phénomène du franc CFA, on peut facilement contourner, n'est-ce pas, ce piège-là, en privilégiant le troc. Si par exemple le Cameroun, si par exemple l'Afrique veut échanger avec une puissance comme la Chine par exemple, comme la Russie par exemple, il ne sera plus question de mettre à la disposition des États africains les finances qui doivent automatiquement aller être changées sur le plan en France là-bas. Non, il s'agit tout simplement de dire que ok, vous avez la capacité de me construire la route. D'accord? Moi, je suis, n'est-ce pas, dans un besoin de route, d'infrastructure routière. Oui. Vous avez l'expertise. Moi, j'ai mon or, j'ai mon diamant que vous sollicitez. Mais on n'a qu'à faire le troc, on n'a qu'à faire l'échange. Vous me construisez la route, je mets à la disposition de votre État une quantité d'or suffisante dont vous avez besoin. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les relations internationales, il faut le dire, ont toujours été des relations conditionnées. Ce que la France a fait là à travers le discours de la Baule, avec la démocratie, avec la conditionnalité et la sélectivité qu'elle a introduit dans son partenariat d'échange avec les États africains, n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, de nouveau. C'est toujours comme ça que ça a eu à fonctionner. Pourquoi ? Parce que les États sur le plan international ont ce qu'on appelle généralement les avantages comparatifs de développement. Et ces avantages comparatifs diffèrent en fonction des États, de chaque État. Il arrive donc que l'avantage comparatif de chaque État est l'élément que l'État utilise pour conditionner son échange sur le plan international. Or, pendant plusieurs années, les États africains n'ont pas compris que leur avantage comparatif, qui étaient les ressources naturelles et les matières premières, devrait être un instrument important pour eux pour conditionner leur échange, leur partenariat sur le plan international. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui forçait ou qui force les États africains à vassaliser leurs ressources naturelles comme nous voyons là aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche aux États africains de dire que, ok, si vous voulez échanger avec nous, par exemple, faites ceci, faites cela, faites ceci. Qu'est-ce qui leur empêche? Donc, il y a un discours défaitiste qu'il faut aujourd'hui condamner par des moyens d'élimination systématique qui vise à dire que ce que les États africains subissent aujourd'hui leur est imposé. J'ai eu un copanéliste hier, chez Elu Lawson, qui défendait cette position-là. C'est une position qu'il faut condamner. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aujourd'hui des leaders courageux, des leaders volontaristes qui doivent travailler et tracer la trajectoire de leur État. Certes, ils vont rencontrer des difficultés. On ne fait jamais la révolution sans casser les yeux, mais c'est des difficultés qui vont augurer des lendemains meilleurs. Donc je pense que les États africains aujourd'hui doivent comprendre que aucune puissance, aucun autre État ne viendra développer le continent africain. C'est à eux que revient la responsabilité de définir la vision et la trajectoire que l'Afrique a besoin. C'est pour cela que nous disons, et là c'est le mouvement qui s'attelle à ce travail, que le contrôle politique du continent est aussi important. La définition d'un leadership nouveau est fondamentale. Il est important que le continent travaille pour porter à la tête des pôles de responsabilité et de décision des panafricanistes qui vont faire ce que nous sommes en train de faire ici comme analyse. Parce que si on ne le fait pas, on aura toujours des présidents qui vont concevoir l'Afrique comme une entité instrumentale au jeu de la manipulation
occidentale. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Sango.